Comment ça va, la Terre? Cher lecteur, notre Terre est une merveille. Elle offre beaucoup de richesses. L'homme puise avec insouciance dans ses ressources, les gâche souvent. Il pollue la Terre parfois et menace son équilibre. Mais attention, notre planète est fragile. Si tout le monde vivait comme un habitant d'un pays riche, 3 à 5 terres seraient nécessaires pour subvenir aux besoins de tous. Aujourd'hui, il est urgent de changer nos habitudes de consommation, nos modes de vie, et aussi de penser à partager plus pour mieux vivre demain. Chaque geste compte. Tous ensemble, nous serons plus forts pour sauver la planète. Ne tardons pas l'arrivée de se préparer aujourd'hui. Bonne lecture. La Terre se réchauffe. Les pots d'échappement des voitures, les cheminées des usines et les appareils de chauffage rejettent énormément les gaz carboniques dans l'air. Ce gaz est en grande partie responsable du réchauffement climatique. Attention, ça chauffe ici et urgent d'argile. Les villes manquent d'air. Le climat est en train de changer. La température monte. Il fait de plus en plus chaud sur notre planète. La température moyenne sur une Terre est aujourd'hui plus élevée d'un demi-degré qu'il y a 100 ans, avec une hausse brutale depuis 1970. Les hommes mis en cause. L'homme est en grande partie responsable de cette situation, car les voitures, les camions et les avions, le chauffage, les engins de toutes sortes, les usines rejettent de grandes quantités de gaz carbonique, CO2, dans l'air. Les activités des humains augmentent dangereusement l'effet naturel dit de serre. D'autres gaz à effet de serre. Le méthane, ce gaz se forme quand un animal ou une plante se décompose à l'abri de l'oxygène. Par exemple, au fond de l'eau ou sous terre, il provient des élevages de ruminants, de la culture de riz et les décharges d'ordures ménagères. Les halocarbures, ce sont les gaz réfrigérants utilisés dans le système de climatisation de chaînes de froid. Les gaz propulseurs présents dans les bombes aérosols CFC et les gaz employés dans certains procédés industriels, par exemple pour la fabrication de composants d'ordinaire ou de téléphones portables. La vache. En digérant, en rôtant et en pétant, les vaches et autres bovins dégagent du méthane, un gaz à effet de serre. C'est l'intense fermentation des plantes dans leurs 4 estomacs qui produit ce gaz. Ces ruminants contribuent donc au réchauffement de la planète. Bonne nouvelle, les CFC, chlorofluorocarbone, sont interdits dans la plupart des pays du monde depuis 1995. Mauvaise nouvelle, le CFC agit pendant 100 ans. L'effet de serre, c'est quoi? Une protection naturelle et utile. Notre planète est entourée d'une couche d'air appelée atmosphère. Quand le soleil nous envoie ses rayons, l'atmosphère en laisse passer certains et renvoie les autres dans l'espace. L'énergie du soleil chauffe la Terre qui émet à son tour de la chaleur. Un gaz qui fait couvercle. Certains gaz de l'atmosphère empêchent cette chaleur de s'échapper vers l'espace. Ils font office de couvercle. Ce sont les gaz à effet de serre. On les nomme ainsi car ils gardent la chaleur sur Terre, comme le feraient les vitres d'une serre où on cultive des plantes. Sans cet effet naturel, il ne ferait pas 4,5 degrés en moyenne sur Terre, mais moins 18 degrés. La vie y serait impossible. La déforestation, un immense danger. Pour vivre,
les plantes absorbent du dioxyde de carbone. Des millions d'arbres sont abattus chaque année, en particulier dans la forêt tropicale comme celle de l'Amazonie. Cette déforestation aggrave doublement la situation. Non seulement la Terre est privée de cet aspirateur naturel, mais le gaz qu'ils contiennent est libéré. Quand on les brûle, il retourne dans l'air, augmente l'effet de serre. Ça va chauffer. Encore plus chaud. À cause de l'activité humaine, la température moyenne au niveau du sol va encore augmenter d'ici à fin 2100. On prévoit une hausse de la température de la planète de 1,5 à 6 degrés. Des réactions en chaîne. Cela ne te semble pas beaucoup, pourtant 1 à 2 degrés supplémentaires entraîneraient par exemple des incendies et des invasions d'insectes en Méditerranée. Aux États-Unis, les fleuves deviendraient trop chauds pour abriter les truites et les saumons. Dans l'Antarctique, la fonte des glaciers menacerait la vie des ours polaires, des phoques et bouleverse la vie des populations locales. Chaud ou froid? Quand on parle de réchauffement climatique, cela ne veut pas dire qu'il va faire plus chaud partout sur Terre. En fait, il s'agit d'un réchauffement global. Dans certains endroits, il pourrait même faire plus froid. Par exemple, si l'eau de la fonte de la banquise rencontrait le Gulf Stream, un courant marin qui adoucit le climat européen, un froid polaire pourrait s'abattre sur l'Europe de l'Ouest. Des métiers au service de la Terre. De nombreux scientifiques étudient notre planète pour mieux la comprendre. Les glaciologues analysent les compositions des glaces anciennes et en tirent des informations sur le climat d'autrefois. C'est le cas entre autres du laboratoire du glaciologie de Grenoble. Les aérologues étudient la composition de l'atmosphère et son fonctionnement général, comme ceux du laboratoire d'aérologie de CNRS à Toulouse. Les biogéochimistes travaillent sur les cycles des éléments carbone-azote, par exemple au LEGO laboratoire d'études en géophysique et en océanographie. Les météorologues, comme ceux de Météo France, analysent le climat. L'homme joue avec le feu. Alerte rouge. Avec 3 degrés de plus qu'aujourd'hui, la moitié de la population mondiale subirait la perte de récoltes sévères, et si la hausse dépassait les 5 degrés, la situation serait très compliquée. L'homme aurait de plus en plus de difficultés à respirer, à se nourrir et à vivre tous ensemble. L'azote, c'est quoi? L'azote est un gaz dangereux pour la santé quand il se trouve dans l'air que nous respirons. Il se forme quand la pollution industrielle ou automobile est trop forte et qu'il n'y a pas de vent. Ce même gaz, lorsqu'il se trouve entre 20 et 40 km d'altitude, est indispensable à la vie sur Terre. En effet, il forme une fine couche d'azote qui arrête les dangereux rayons du soleil. Un effet boule de neige. Lorsque la température monte, elle augmente l'évaporation de l'eau des océans. Or, la vapeur d'eau est aussi un gaz à effet de serre. Plus de vapeur signifie donc une hausse de température qui, à son tour, accélère l'évaporation des mers. C'est ce qu'on appelle un effet boule de neige. Un tel emballement du dérèglement climatique serait dangereux. Pour l'éviter, il est encore temps d'agir. Pollution des villes, danger. La pollution dans la ville est souvent invisible. Elle est pourtant dangereuse pour la santé. L'air pollué qu'on respire provoque des maladies. Pour tenter d'y remédier, des maires ont pris des mesures dans leur ville. À Londres, l'accès au centre-ville en voiture est désormais payant. À Athènes, en cas de forte pollution, la circulation en alternance est mise en place. À Tokyo, les taxis fonctionnent au gaz, moins polluants. À Amsterdam, on privilégie le vélo. Si ça continue,
L'eau des mers et des océans va monter. Les scientifiques prévoient que d'ici à fin 2100, le niveau des océans montera d'environ 80 cm. Cela posera un vrai problème aux populations habitant près des côtes. Au niveau de la mer, une partie de Venise disparaîtra. Sous l'eau, des milliers d'îles du Pacifique seront rayées de la carte. Les maladies tropicales vont se développer. Les plantes et les animaux vont se déplacer ou disparaître. Déjà, des cigales qui chantent normalement dans le sud de la France ont été entendues en Bretagne. Des criquets vivant jusque-là en Afrique ont ravagé des champs du sud-ouest de la France. Des milliers de personnes vont devoir migrer. L'agriculture sera fragilisée. Les glaciers vont continuer de fondre. Les spécialistes estiment que 37 000 km3 de glaciers fondent chaque année en Alaska. C'est presque la superficie d'un pays comme la Suisse. Les déserts s'étendront encore. Tempêtes, cyclones, ouragans, inondations et sécheresses seront plus nombreux. Depuis 30 ans, il y a de plus en plus de cyclones et ils sont de plus en plus puissants. 1970-1974, 40 cyclones, dont 1 sur 6 très violents. 2000-2004, 87 cyclones, dont 1 sur 3 très violents. De plus en plus de pays manqueront d'eau. La circulation des courants marins serait perturbée. Disons, pour sauver la planète, quelques gestes pour la protéger. Faire la chasse aux fuites d'eau, robinets, toilettes. En hiver, baisser le chauffage à environ 18 degrés. Économiser l'énergie, couper l'électricité quand on quitte une pièce, éteindre les appareils en veille, ordinateurs, télé, portables, etc. L'été, voyager aux heures fraîches pour éviter d'utiliser la climatisation de la voiture. Utiliser les transports en commun, le vélo ou ses pieds. Un déplacement de bus équivaut à 16 déplacements de voiture. Consommer mieux. Préférer les labels qui garantissent le respect de la planète. Trier et recycler les déchets pour limiter la production de gaz polluants. Quelques attitudes à laisser tomber. Utiliser la voiture pour faire moins de 2 km. Manger des cerises en décembre. Rester en t-shirt dans une maison surchauffée. Laisser les fenêtres ouvertes en hiver alors que le chauffage fonctionne. Acheter des produits en emballage individuel. Acheter les produits jetables comme les lingettes. Prendre l'avion au lieu du train. Couper les arbres, détruire la nature. Laisser les lumières allumées. Le climat, un vieux monsieur lent à agir. Même si dès aujourd'hui, l'homme s'efforce de limiter les émissions de gaz à effet de serre, ceux qu'il a produits depuis 250 ans vont continuer à réchauffer la Terre pendant de nombreuses années encore. Si nous n'agissons pas vite, c'est toi et tes enfants qui en subiraient les conséquences. L'eau douce devient rare. Chez nous, il suffit d'ouvrir un robinet pour avoir de l'eau potable. En Afrique, il faut souvent marcher longtemps jusqu'à un petit puits. L'eau douce est mal répartie entre les hommes. Elle est souvent gaspillée et polluée. C'est pourtant un bien précieux à économiser d'urgence. Pas assez d'eau pour tous. L'eau indispensable et précieuse. L'eau douce est vitale et rare. Privé d'eau, l'homme meurt en moins d'une semaine. Mais l'eau douce est aussi nécessaire pour la préparation de notre nourriture, pour notre hygiène et aussi pour la fabrication de produits industriels. Si la Terre est surnommée la planète bleue, c'est parce que 72% de la surface est recouverte d'eau, mais seule une toute petite partie de celle-ci n'est pas salée et utilisable par l'homme. Si un récipient de 5 litres représentait toute l'eau de la Terre, l'eau potable correspondrait à une petite cuillère. Que d'eau. À la maison, pour se nourrir et se laver, boissons et nourriture égale
en moyenne 3 litres par jour et par personne, un bain 200 litres, une douche 4 à 80 litres, un lavage de dents 5 à 10 litres. Dans les usines pour fabriquer une voiture 40 000 litres, une feuille de papier 50 litres, 1 kg de sucre 300 à 400 litres. Dans les champs pour faire pousser une salade 2 à 5 litres, un pied de maïs 74 litres, 1 kg de riz 2200 litres. Bonne nouvelle, l'homme a inventé plusieurs systèmes pour dessaler l'eau de mer et la rendre potable. Mauvaise nouvelle, ces techniques coûtent très cher et utilisent beaucoup de pétrole. Trop de monde. En 100 ans, la population mondiale a plus que triplé. Dans le même temps, la consommation d'eau a été multipliée par 6. Beaucoup de réserves d'eau douce sont surexploitées alors qu'elles sont limitées et la population va encore augmenter. Le cycle de l'eau. La même eau depuis des millénaires. La quantité d'eau sur Terre est la même depuis toujours. Elle se transforme par l'action du soleil, en vapeur puis en pluie, en neige ou en glace ou en grêle. Elle circule sans arrêt, plus ou moins vite entre la Terre, les océans, les glaciers, les êtres vivants et l'atmosphère. Rivières, lacs et fleuves se renouvellent rapidement avec la pluie. Certaines nappes se reconstituent également, mais beaucoup plus lentement, et d'autres pas du tout, comme celle qui se trouve sous le Sahara. L'évaporation. L'eau s'évapore des sols humides et des océans des plantes transpirantes. Condensation. Les gouttelettes se forment et composent des nuages. Précipitation. Pluie, neige, grêle, bruine alimentent les rivières et les fleuves. Infiltration. L'eau infiltre dans le sol et les nappes souterraines. Absorption. Les végétaux absorbent l'eau du sol. Répartition des réserves d'eau douce sur Terre. Totalité de l'eau sur Terre, calotte glaciaire des pôles. Pas d'eau pour tous. L'eau douce est mal répartie. Il ne pleut presque jamais dans le Sahara et parfois trop dans le nord de l'Inde. Certains pays, comme l'Islande, le Canada, le Congo et surtout le Brésil, disposent d'énormes réserves d'eau, tandis que l'Australie est aride, l'Afrique semi-désertique et le Moyen-Orient désertique. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de terriens n'ont pas accès à l'eau potable tous les jours, soit environ une personne sur 6. L'eau douce est mal partagée. Un Américain du Nord consomme en moyenne 600 litres d'eau par jour, un Européen 250 litres, un Indien 60 litres et un Africain 5 à 20 litres. La plus grande partie de l'eau douce étant prélevée pour l'agriculture. Chinching, au Chili, près du désert d'Atacama, dans l'une des régions les plus sèches du monde, les habitants de Changenko ont trouvé une solution pour avoir de l'eau. Ils ont inventé un filet à brouillard qui récolte les gouttelettes de brume et les fait ruisseler dans une gouttière qui récupère ainsi 10 000 litres d'eau en moyenne par jour. Les maladies provoquées par l'eau. Dans les pays riches, l'eau du robinet est potable car elle reçoit un traitement dans beaucoup d'autres pays. L'eau est impropre à la consommation. Toutes les 8 secondes, un enfant meurt pour avoir bu de l'eau contaminée. Cette eau tue chaque année plus de 3 millions de personnes. Elle peut provoquer choléra, typhoïde, dysenterie, bilharziose. L'homme mis en cause. L'eau douce est gaspillée. Le plus gros gaspillage de l'eau est dû à des kilomètres de tuyaux qui fuient dans les villes du Caire et de Mexico. La plus grande partie de l'eau distribuée se perd dans les fuites du réseau et un robinet qui goutte perd plus de 3 litres d'eau par an. Attention, ça fuit. Pour déceler une fuite d'eau dans un tuyau sous terre, on utilise des caméras à rayons infrarouges.
Elle repère les variations de température d'eau dans les tuyauteries, signe d'un problème. Ainsi, on sait exactement où il faut réparer. L'eau douce est polluée. Les produits chimiques, les métaux lourds, les détergents, les engrais et les pesticides vont polluer rivières et nappes souterraines. À cause de cette pollution, la plupart des rivières chinoises n'ont plus de poissons. Les fleuves des pays de l'Est charrient des eaux jaunâtres à la station d'épuration. Dans nos pays, les eaux usées sont nettoyées avant d'être rejetées dans la nature. En premier, les eaux sales sortent des maisons, sont collectées par les égouts. En deuxième, le bassin de dessablage et de dégraissage, les sables tombent au fond et les huiles flottent à sa surface. Les eaux sont récupérées. En troisième, le bassin biologique. Il est rempli de bactéries qui se nourrissent de matières qui restent dans l'eau. En quatrième, le bassin de décantation. L'eau y repose plusieurs heures et les boues se déposent au fond. En cinquième, le bassin de clarification. Il permet de débarrasser l'eau des bactéries. En sixième, canalisation d'évacuation. L'eau propre est rejetée dans une rivière. Quelle eau pour demain? Une pénurie d'eau. D'ici 2050, un habitant chartois sera confronté à un manque d'eau. Ce sera un problème crucial pour la Chine, le sud-est asiatique, le sud-ouest des États-Unis, presque toute l'Afrique. Même certains pays d'Europe souffriront des pénuries. Vers la guerre, un tiers des frontières de la Terre est marqué par des fleuves ou des lacs. La crainte de manquer d'eau peut gravement perturber les relations entre pays voisins, jusqu'à provoquer des conflits, voire des guerres. Les fleuves qui divisent les pays, le Paraná entre l'Argentine et le Brésil, le Nil entre l'Égypte, le Soudan, la Tanzanie, le Congo, le Kenya, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, l'Érythrée et l'Éthiopie. La Gange, le Karnafuli et le Brahmaputra entre l'Inde et le Bangladesh, l'Amour entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord, les nappes souterraines des Jordanie divisent Israël et la Palestine. Des conséquences en chaîne. Quand le manque d'eau empêche les agriculteurs de cultiver leurs terres et d'élever leur bétail, c'est la famine, les usines ne peuvent plus produire et ferment. La pauvreté et les malades se développent, les populations touchées sont obligées de se déplacer pour aller vivre ailleurs. Des idées ingénieuses. Déplacer de l'eau douce. Certains spécialistes ont imaginé détournement de fleuves. D'autres ont réfléchi à la possibilité de déplacer de grosses quantités d'eau à travers les océans dans de grosses poches qui ressemblent à des méduses. On a même essayé le remorquage d'icebergs de l'Alaska vers le sud. Dessaler l'eau de la mer. Il existe plus de 7500 stations d'isolement d'eau de mer dans le monde, dont le quart en Arabie Saoudite. Cela fonctionne très bien, tout particulièrement dans les pays riches qui ont beaucoup de pétrole. Ça existe aux États-Unis, en Californie. Un incroyable réseau de canaux siphons et récoltes irrigue les terres sèches. La région est l'un des plus gros producteurs de fruits au monde. Ça existe. La moitié de l'eau douce de l'île de Malte provient d'une usine de dessalement. Cette usine permet de produire une grande partie de l'eau potable du pays. Des métiers au service de l'eau. Les géologues étudient comment sont disposées les roches
et comment l'eau les traverse. Cela permet de comprendre l'alimentation des nappes souterraines. Les techniciens des rivières, comme ceux du parc naturel de Vergos, travaillent sur l'aménagement et l'entretien des rivières. Les océanographes, dont ceux du CNRCS, analysent le fonctionnement des océans et l'influence de la fonte des glaciers sur le climat. Les hydrologues étudient les crues, l'écoulement et les comportements des cours d'eau. Les hydrobiologistes établissent des bilans écologiques détaillés de l'état des plans d'eau et de rivières. Il est urgent d'économiser l'eau. Le bon geste écolo, utiliser de la lessive sans phosphate qui pollue le sous-sol. En lavant la voiture dans une station de lavage, on utilise moins d'eau et les hydrocarbures et les graisses ne partent pas dans la nature. Utilisez le moins possible un gel douche parfumé, mais plutôt des savons naturels qui polluent moins. Préférez les douches au bain. Arrosez en fin de journée quand le soleil est couché pour éviter l'évaporation. Récupérez les eaux de pluie pour arroser le jardin en installant une citerne sous une gouttière. Préférez les produits naturels pour nettoyer la maison. Par exemple, contre les tartres, se servir du vinaigre chaud. Prendre les gestes qui vont nous faire couler. Prendre un bain tous les jours. Jeter ses déchets dans la nature. 1 litre d'huile jetée forme une pilule qui recouvre 10 000 mètres cubes, soit plus d'un terrain de foot. Désinfecter les WC avec de l'eau de javel élimine les bactéries, mais cela perturbe le fonctionnement des stations d'épuration. Vider mégots, huile, peinture, décapants, solvants, produits chimiques dans les WC, les éviers et les lavabos. Laisser un robinet ouvert sans nécessité. 3 minutes d'eau qui coule, 12 bouteilles de 1,5 litre. Désherber son jardin avec des produits chimiques pollue les nappes souterraines. Faire tourner des machines à laver à moitié vides. Utiliser trop de lessive. Voyageurs, attention. Un touriste dans un hôtel en Afrique consomme 7 à 10 fois plus d'eau pour se laver qu'un habitant local pour nourrir sa famille et cultiver ses champs. Les énergies fossiles sont surexploitées. Le pétrole, le gaz et le charbon sont très présents dans notre quotidien. Les combustibles extraits du sous-sol sont, hélas, surexploités par l'homme. Leurs réserves s'épuisent. La chasse au gaspillage est donc ouverte. Du pétrole partout. Des énergies indispensables. Un cadeau de la nature. La nature fournit le pétrole, le charbon, le gaz. En les utilisant, l'homme peut se déplacer, se chauffer, s'éclairer, produire de l'électricité et fabriquer des produits de consommation. De très vieilles ressources. Ces combustibles sont des fossiles, c'est-à-dire qu'ils se sont constitués il y a des millions d'années par la transformation naturelle des plantes et des animaux qui sont présents dans le sous-sol de la Terre et leurs réserves sont limitées. À l'huile de coude, une petite radio écologique fonctionne sans pile ni prise a été inventée. Pour l'écouter 30 minutes environ, il suffit de faire tourner une manivelle pendant 30 secondes. Et l'énergie nucléaire. Plus de 400 réacteurs nucléaires fonctionnent dans le monde. En France, les 3/4 de l'électricité sont produits grâce à l'énergie nucléaire. Celle-ci est fabriquée à partir de l'uranium, dont les réserves sont également limitées. Le nucléaire ne rejette presque pas de gaz à effet de serre, mais il est discuté car il produit des déchets très dangereux pendant des millions d'années. De plus, il libère de la radioactivité.
Enfin, en cas d'accident, cette énergie met en danger la vie des populations. Mais on voit des disparitions, des réserves bientôt épuisées. En 100 ans, l'homme aura épuisé les réserves de pétrole que la nature a mis 250 millions d'années à fabriquer. D'ici 40 ans, il n'y aura plus de pétrole. Dans 60 ans, plus de gaz. Et dans 200 ans, plus de charbon. Air et océans pollués. En brûlant le pétrole, le gaz et le charbon polluent l'air et contribuent à l'effet de serre et dégagent beaucoup de gaz carboniques. Les transports représentent le quart de cette émission. Le pétrole est aussi responsable de la pollution des océans lors d'une marée noire par exemple. Les voitures du futur. Aujourd'hui, il circule dans le monde environ 800 millions de voitures. Elles roulent presque toutes avec du pétrole. Mais si dans 40 ans il n'y a plus d'essence ou de gasoil, il faudra bien utiliser d'autres énergies. Électricité et biocarburants, à base de betteraves, de canne à sucre, carburant fabriqué à partir de déchets, piles à hydrogène. Il faut agir vite. Bonne nouvelle, plus de 3 millions d'élèves dans le monde vont à l'école en pénibus, un moyen de transport très écologique. Mauvaise nouvelle, dans les pays riches, la plupart des enfants vont à l'école en voiture alors qu'ils ont souvent moins de 10 km à faire. Des énergies naturelles de rechange. Le mouvement de l'eau. L'énergie hydraulique utilise le mouvement de l'eau des rivières ou de la mer pour produire de l'électricité. C'est la principale source d'énergie renouvelable dans le monde. Le plus grand barrage du monde est celui d'Itipu, entre le Brésil et le Paraguay. Sur le fleuve Paraná, il mesure 7 km de long. Garantie non polluant. Les rayons du soleil. L'énergie solaire peut être captée et transformée en chaleur ou en électricité grâce à des capteurs. Elle est très développée dans les pays pauvres. Au Kenya, 100 000 dispositifs solaires produisent de l'électricité. La force du vent. L'énergie éolienne utilise la force du vent en tournant des hélices de 30 mètres de diamètre perchées sur des nappes, sur des mâts de 100 mètres du haut produisant de l'électricité. Cette énergie tente à se développer. Au Danemark, une barrière d'éoliennes installée au large du Kambaag produit une partie de l'énergie de la ville. La chaleur de la Terre. L'énergie géothermique utilise la chaleur des roches en fusion au cœur de la planète. Cette énergie, plus de 300 degrés, fait tourner les turbines qui produisent de l'électricité. Ce système est très développé là où les activités volcaniques sont importantes. En Islande, l'énergie géothermique est largement utilisée. Le Struger est un GRC qui crée toutes les 10 minutes une eau bouillante. Les déchets. La méthanisation utilise l'énergie produite par la fermentation des déchets organiques. Les ordures ménagères, le fumier et le déchet d'élevage pourrissent dans des cuves étanches produisant un gaz combustible source d'énergie. Garantie inépuisable. Le bois, les végétaux. Le biomasse utilise l'énergie stockée dans la matière qui constitue les végétaux et les brûlant un peu se chauffer et même fabriquer du carburant. La plupart des habitants des pays en voie de développement s'en servent pour se chauffer. Au Brésil, la moitié des voitures roulent avec un mélange à base de canne à sucre. Un lycée modèle. Un lycée Léonard de Vinci à Calais, construit en 1998, possède une éolienne qui lui fournit la moitié de son électricité. L'eau des cuisines est chauffée par un panneau solaire installé sur le toit. L'eau de pluie est récupérée pour les chasses d'eau. Les déchets sont triés. Du pétrole pour manger. Pour nous nourrir, nous consommons, sans le savoir, beaucoup d'énergie. Le transport des produits que nous trouvons
dans nos assiettes est gourmand en pétrole. Cerises du Chili, bananes du Cameroun et clémentines d'Espagne. Il faut environ 1 kg de pétrole pour faire 50 km en camion, 130 km en train, 175 km en péniche, 275 km en bateau convoi, vert et noir. L'agriculture est une grande consommatrice d'énergie. Les engrais et les pesticides répandus dans les champs sont fabriqués à partir du pétrole. Les tracteurs et autres engins agricoles roulent avec du gasoil. Les transporteurs de matières premières dans les usines agroalimentaires se fait grâce au pétrole. Enfin, le transport des produits nécessite de grandes quantités de précieux or noir. Vive les produits locaux. 1 kg de fraises d'Amérique du Sud achetées en Paris en hiver aura utilisé pour son transport 10 à 20 fois plus de pétrole que des fraises produites sur place et achetées en saison. Trop de viande. Nous mangeons de plus en plus de viande. Pour cela, il faut élever de plus en plus de vaches. Alors l'homme abat de grandes étendues de forêt tropicales, surtout en Amérique du Sud. Sur les terres défrichées sont plantés soja et autres semences pour nourrir les troupeaux. Au Brésil, plus du tiers de la forêt a été coupée pour faire place à du pâturage. Il est urgent d'économiser l'énergie. Quel bon geste pour économiser. Se déplacer dès que possible à vélo, en roller ou à pied. Encourager sa mairie à créer des pistes cyclables. Vérifier l'isolation de son logement. Ne pas laisser le moteur de sa voiture tourner à l'arrêt. Préférer les transports en commun ou penser au covoiturage. Préférer les ampoules à base de consommation. Elles durent 5 à 10 fois plus longtemps et consomment 4 fois moins. Arrêter les appareils électriques après utilisation. Télé, chaîne Wi-Fi. Mettre un couvercle sur une casserole d'eau qui chauffe. Éteindre les lumières en sortant d'une pièce. Des attitudes qui vont nous pomper. Utiliser sa voiture pour parcourir moins de 2 km. Une voiture consomme le plus de carburant sur les 2 premiers kilomètres. Monter le chauffage au-delà de 21 degrés. Rouler vite avec des accélérateurs 130 km/h au lieu de 120 km/h. 2 litres d'essence de plus par heure. Se servir de sèche-linge pour sécher juste ton t-shirt préféré. Cet appareil est un gros consommateur d'électricité. Ne s'habiller qu'avec des vêtements en tissu synthétique. Utiliser des lampes halogènes trop gourmandes en électricité. Encourager tes parents à acheter un véhicule 4x4 beaucoup plus polluant. Acheter des produits sans savoir d'où ils viennent. Des métiers pleins d'énergie. L'ingénieur en exploration est l'un des nombreux métiers du pétrole. Il étudie, analyse les possibilités du gisement. Le chef d'exploitation éolien est chargé de surveiller le bon fonctionnement des parcs éoliens. L'architecte bioclimatique conçoit et suit les constructions de logements et de bureaux qui utilisent des énergies renouvelables. La nature en danger. En détruisant les forêts tropicales, l'homme entraîne la disparition de plantes et des animaux qui y vivent. En intensifiant le trafic et en polluant, il se met en danger lui-même. Il est grand temps de protéger la nature. Halte à la déforestation. L'homme encore responsable. Espèces en danger. Les scientifiques estiment que chaque année, plus de 30 000 espèces d'animaux et de plantes disparaissent dans le monde. Dans un avenir proche, un mammifère sur 4, un poisson sur 3, un oiseau sur 10, un reptile sur 4 sont menacés d'extinction. Besoin d'espace. Les hommes, toujours plus nombreux, construisent sans cesse des routes, des habitations, des usines et des bureaux. Ils étendent des zones de culture, d'élevage et de pâturage. Ils développent des échanges commerciaux à travers le monde. Irresponsable ou inconscient.
Les hommes abattent les forêts, polluent les rivières, font du trafic sans penser au lendemain et méprisent de la nature, des animaux et des habitants qui peuplent ces lieux. En menaçant l'équilibre de la nature, l'homme se met lui-même en péril. Caca recyclé. Un zoo en Thaïlande recycle les crottes de pandas pour fabriquer du papier. Cet animal se nourrit exclusivement de bambou, mais ne digère pas sa pulpe. Chaque jour, il en rejette 23 kilos que le zoo transforme en papier économique. Un équilibre menacé. Les services de la nature. L'équilibre de mère nature est vital pour l'homme. Elle est source d'aliments, de médicaments, de matières premières lui permettant de se loger, se chauffer, s'habiller. De plus, les plantes rejettent dans l'air de l'oxygène, un gaz indispensable à l'homme pour respirer. Les maillons d'une chaîne. Chaque espèce, y compris l'homme, a besoin des autres pour vivre. Ensemble, elles forment une chaîne alimentaire. Quand un élément de celle-ci disparaît, toutes les autres peuvent être menacées. Si une nouvelle espèce entre dans la chaîne, cela peut perturber son fonctionnement. La chaîne alimentaire 1. Les sels minéraux du sol sont absorbés par les végétaux. 2. Les animaux herbivores se nourrissent de végétaux. 3. Les animaux herbivores sont dévorés par des carnivores. 4. Les charognoirs mangent les animaux morts. 5. Des micro-organismes se nourrissent des animaux et végétaux morts, produisant des sels et minéraux. Et cela continue. Bonne nouvelle. En Afrique, le long de la côte méditerranéenne, un parc naturel a été créé pour protéger l'endroit où un poisson menacé, le mulet, fait ses bébés. Mauvaise nouvelle. Les pêcheurs postent leurs chalutiers à la limite du parc pour capturer les poissons qui viennent s'y reproduire. Des milieux naturels détruits. Des forêts abattues. Les forêts de notre planète diminuent dramatiquement, en particulier les forêts tropicales, qui sont les plus grandes réserves de vie sauvage au monde. L'équivalent d'un terrain de football est abattu toutes les 2 secondes en Amazonie. L'homme les détruit pour vendre du bois, faire des routes, exploiter les minéraux, étendre les cultures. Des côtes suraménagées. Partout dans le monde, on bétonne les côtes pour y construire hôtels et résidences de vacances qui accueillent les touristes. Des plages sont aménagées, ce qui empêche les tortues marines de venir y pondre. Ouf, on respire. Dans le nord du Brésil, le gouvernement de l'État amazonien du Pará a décidé de protéger 1500 km3 de sa forêt, de ses animaux, soit 600 espèces de reptiles, 700 d'oiseaux et 185 de mammifères en moins. Les jardins de la mer en danger. Dans les océans tropicaux, les récifs coralliens servent de refuge à des milliers d'espèces de poissons, de mollusques, de crustacés, de vers, de végétaux. Avec la forêt mine, c'est le milieu naturel qui abrite le plus d'animaux et de plantes au monde. Malheureusement, les activités humaines et le réchauffement climatique les menacent. Un tiers des récifs du monde risque de disparaître, entraînant la fin de tout un monde marin. Des sols maltraités, des haies détruites. L'homme répand trop de produits chimiques sur des terres cultivées. Il pollue ainsi les nappes d'eau souterraines et poursuivent les sols pour agrandir les espaces agricoles. Il arrache les haies qui séparent les champs. Or, les racines des arbustes qui les composent retiennent la terre. Sans cette végétation, les vents et les pluies comportent la partie fertile de cette terre. Des zones humides et supprimées. Ces zones sont menacées par les activités humaines. La mangrove, une forêt tropicale qui a les pieds dans l'eau, est envahie par des élevages de crevettes. Les marais et marécages de nos pays sont asséchés. On y construit des habitations, des eaux polluées. Certains océans, mers, lacs, rivières sont devenus des poubelles. Les hommes les polluent et rejettent des déchets
les produits chimiques, du pétrole, les métaux lourds qui mettent en danger la vie des milieux aquatiques. OGM, organismes génétiquement modifiés. Aujourd'hui, grâce à la science, l'homme peut modifier le caractère de certains organismes vivants. Il a créé des semences de maïs, de soja, etc., qui résistent aux maladies, à la sécheresse ou au sel et au gel. Des tomates qui pourrissent plus lentement, des arbres résistent aux insectes. Tous ces organismes génétiquement modifiés permettent de limiter l'usage des produits chimiques ou agriculture. Ils donnent parfois des meilleures récoltes, mais leur utilisation pose question car ces modifications peuvent se transmettre à d'autres organismes dans la nature. En fait, cette technologie est trop récente pour qu'on puisse évaluer ses conséquences. Les animaux menacés de disparition. Plus de 15 600 espèces d'animaux sont en danger dans le monde. L'homme détruit leurs habitats, les chasse et les pêche trop, ont fait du trafic ou introduit des espèces étrangères. Le grizzly, la loutre de mer, le condor, la tortue lutte, la baleine, le paresseux, le toucan, le grand requin blanc, le lynx boréal, le phoque moine, antilope du Tibet, panda géant, orang-outan, cacaoté en huppe, dugong, chimpanzé, rhinocéros noir, flamant rouge, manchot empereur, koala, grenouille d'amiton. Il est urgent de protéger la nature. Ne pas céder à la mode de certains animaux de compagnie, bébés singes, serpents, salamandres. Quelques gestes pour la sauver. Recycler le papier écrit des deux côtés d'une feuille. Ne pas jeter de détritus dans la nature. Ne pas s'approcher des animaux sauvages. Un faon qui portera l'odeur de l'homme sera abandonné par sa mère. Acheter les produits qui portent des labels garantissant un impact limité sur l'environnement. Installer nichoirs et mangeoires pour oiseaux dans les arbres. Au jardin, utiliser des produits naturels pour combattre les animaux nuisibles. La bière éloigne les limaces, les salades. Le lait d'Inde et les mandes chassent les pucerons. Des attitudes à laisser tomber. Toucher au nid et aux œufs d'oiseaux. Abandonner emballage en plastique, de verre et de canettes dans la nature. Pêcher sans s'être procuré un permis. Cueillir et piétiner les fleuves et les jeunes pousses. Laisser son chien aller n'importe où. Quitter les sentiers balisés au risque de piétiner des plantes rares. Inonder le jardin de produits chimiques. Rapporter de l'étranger des objets en ivoire, en écailles de tortues marines. Des métiers amoureux des plantes et des animaux. Le paysagiste conçoit jardin et décoration végétale. Le bûcheron et l'agueur grimpe dans les arbres pour les tailler. L'apiculteur s'occupe des abeilles et recueille le miel. Le soigneur animalier travaille dans un zoo ou un parc à thème. Il veille au bien-être des animaux et travaille souvent en liaison avec un vétérinaire qui soigne les animaux. L'éthologue est chargé d'étudier le comportement des animaux. Trop de déchets, trop de pollution. Grâce au progrès, l'homme a accès à beaucoup de produits de consommation. Cela entraîne des déchets et de la pollution qui perturbent l'environnement. Attention pour que notre terre reste vivable et qu'elle ne croule pas sous les ordures. C'est le moment de modifier nos modes de vie. Le circuit d'une boîte de conserve. 1. Boîte de conserve en acier jetée à la poubelle. 2. Transport des déchets. 3. Tri magnétique dans une usine. 4. Fond du méthane dans une série. 5. Produits transformés en nouveau emballage. Une montagne de déchets. Des tonnes de détritus en 2004. Le monde a produit 3 millions de tonnes de déchets, 2 fois plus qu'il y a 30 ans. Les pays riches en produisent le plus. Chaque année, les Français jettent l'équivalent d'une montagne d'ordures haute comme le Mont Blanc, 4807 mètres.
Un Africain jette 17 kilos de détritus par an. Un Américain, 900 kilos par an. Divers déchets. Les déchets peuvent être solides, liquides, gazeux ou flottants dans l'air. Certains sont toxiques et dangereux. Il y a les ordures ménagères, des familles, les déchets des hôpitaux, les entreprises et enfin les détritus agricoles comme le fumier ou les films en plastique. Que d'emballages. En France, dans les poubelles, les emballages représentent la moitié du volume du déchet et le tiers de leur poids. 7% emballage de verre, 14% emballage en papier, carton, 26% emballage en plastique, 4% emballage métallique, 9% journaux magazines, prospectus, 16% déchets pétrucibles, 24% divers. Chauffe Marcel. Il existe une montre sans pile qui fonctionne grâce à la chaleur du corps. Parce qu'elle tourne, il faut dormir avec ou bien la remonter chaque matin. Que faire de tous ces déchets? Le tri et le recyclage. Certains déchets peuvent être recyclés et réutilisés. Il suffit de les trier. Le verre est refondu dans les verriers. Le papier et le carton redevient du papier ou du carton. Les épluchures sont recyclées en engrais. Le métal, le plastique sont transformés. Magique. Il faut 19 000 boîtes de conserve pour fabriquer une voiture. 27 bouteilles en plastique pour un pull polaire. 670 canettes pour un vélo. Les déchets non recyclables. Mais les 2/3 des déchets ne sont pas recyclables. Certains sont brûlés dans des usines d'incinération ou abandonnés dans des décharges enterrées ou laissés à ciel ouvert. Bien souvent, ils polluent l'air, le sol, les réserves d'eau douce, etc. Bonne nouvelle, on brûle les déchets de 7 à 14 familles. On peut fabriquer de l'électricité pour chauffer le logement d'une famille pendant un an. Mauvaise nouvelle, la combustion des déchets rejette des poussières et des cendres dangereuses pour la santé. Des populations vivent près des usines d'incinération. Trop de pollution. Dans l'air, la pollution de l'air provient des chauffages, de transport, des incinérateurs d'ordures, des industries, de feux de forêt. Un homme sur 4 dans le monde respire un air de mauvaise qualité. Cela touche 44 villes en Europe. Dans le sol, aujourd'hui, grâce aux engrais, pesticides et autres produits chimiques, les agriculteurs ont de meilleures récoltes, ce qui permet de nourrir plus de gens. Mais, à force, cela appauvrit la terre. Usines et décharges salissent aussi les sols. Dans les maisons, certains produits de nettoyage, de beauté, des jouets, des colles, des tissus sont composés de matériaux qui dégagent des particules dangereuses à toucher ou à respirer. Cette pollution invisible est néfaste pour la santé. Dans l'eau douce, rivières, lacs et nappes souterraines sont trop souvent polluées. Les égouts, l'agriculture, les industries rejettent des bactéries, des virus, du plomb, du mercure, de l'arsenic, du chlore, des produits radioactifs, des antibiotiques. Dans les mers et les océans, les eaux usées, les déchets de l'agriculture et des usines sont les premiers responsables de la pollution des mers et des océans. Il y a aussi des détritus, les marées noires et les navires qui nettoient leurs cuves en large alors que c'est interdit par la loi. Une pollution nocive. Plus de maladies. La pollution peut provoquer des maladies, parfois mortelles. Dans le monde, 570 000 personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l'air. 6 000 enfants décèdent chaque jour après avoir consommé de l'eau polluée. Dans les pays riches, les cancers sont en hausse, de la fertilité masculine est en baisse. Des milieux naturels détruits.
La pollution peut rompre l'équilibre d'un milieu naturel et tuer plantes et animaux qui y vivent. Par exemple, au Pérou, le lac Titicaca est menacé par une algue qui se développe grâce à la pollution. Les asphyxiques y affament les animaux aquatiques. Le lac se meurt progressivement en prenant une belle couleur verte. Et les déchets toxiques. Chaque année, plus de 1500 millions de tonnes de déchets dangereux sont produits dans le monde. Comment s'en débarrasser? Des règles internationales existent. Elles sont très strictes. Par exemple, les déchets radioactifs ne sont plus déversés dans les fosses marines, mais enterrés à 200 mètres sous terre. En France, tous les déchets dangereux sont traités comme dans des décharges contrôlées. Installées dans des endroits appelés centres d'enfouissement, elles sont très surveillées pour éviter tout risque de pollution. Que de bruit. Près d'un Français sur 4 déclare le bruit comme la première nuisance au quotidien. Les habitants des villes en souffrant, tout particulièrement en raison de la densité de population et de la circulation des véhicules. Une forte pollution sonore peut rendre malentendants, voire sourds. Et demain, plus de monde, la population mondiale augmente chaque année. Elle avoisinerait les 8 milliards d'humains en 2020, dont plus de la moitié vivront dans les villes. Cela fait du monde et inévitablement plus de production de déchets et de pollution. Le temps change. Progressivement, l'homme se rend compte qu'il doit changer sa façon de produire et de consommer. Soyons optimistes. Les sanctions plus sévères sont envisagées contre les pollueurs. Certaines entreprises recyclent leurs déchets. Les familles trient plus et mieux. De nouveaux consommateurs. L'Inde et la Chine se développent de plus en plus. Chaque année, ces pays enregistrent des records de croissance économique. Ils font aussi partie des plus gros pollueurs de la planète. Si les Chinois et les Indiens sont plus de 2,3 milliards d'habitants, se mettaient à consommer comme les Européens et les Américains, la planète aura du mal à survivre. Ça se dégrade en combien de temps? Un mouchoir en papier en 3 mois, un ticket de bus 3 à 4 mois, une allumette 6 mois, une écorce d'orange 3 à 6 mois, un chewing-gum 5 ans, une bouteille en plastique 100 à 1000 ans, une canette en aluminium 200 à 500 ans, un sac à plastique 450 ans, une bouteille de verre 4000 ans. Un avenir moins noir. Des scandales dénoncés. Certains déchets transitent des pays riches vers pays pauvres. Par exemple, les vieux ordinateurs partent en Afrique et en Asie, où ils sont recyclés, souvent en mépris des règles de sécurité, composés des matériaux toxiques. Ces déchets informatiques sont très dangereux pour ceux qui les manipulent sans précaution. Cela est de plus en plus souvent dénoncé par les associations et la presse. La règle des 4 R pour mieux vivre. Réduire les déchets pour ne pas encombrer les décharges. Recycler pour fabriquer de nouveaux produits à partir de déchets triés. Réparer les objets pour prolonger leur vie. Réutiliser les objets pour s'en servir autrement. Des métiers pour protéger la planète. Le directeur environnement est chargé au sein d'une entreprise de toutes les questions concernant la lutte contre la pollution, le traitement des déchets industriels. L'ingénieur et traitement des déchets est chargé d'organiser le traitement et le stockage des déchets. L'inspecteur des installations classées vérifie si les entreprises polluantes respectent les normes de pollution. Si ce n'est pas le cas, il peut sévir. Des décisions encourageantes. Avec le programme Zéro déchet, le Danemark, la Nouvelle-Zélande, Canberra en Australie, Toronto au Canada, Berlin en Allemagne décident de ne plus produire de déchets. Dans le monde, de plus en plus d'entreprises s'efforcent de fabriquer des produits qui respectent l'environnement.
La distribution de sacs en plastique est interdite en Thaïlande et en Irlande. Encore, c'est sur l'île de Ré en France, etc. Mieux consommer pour mieux vivre. Quelques gestes pour jeter et polluer moins. Faire ses courses avec un cabas plutôt que d'utiliser les sacs en plastique en caisse. Acheter des préférences des produits recyclables reconnaissables à des logos. Éviter d'utiliser des lingettes extrêmement polluantes. Respecter les consignes de tri pour les poubelles de la maison. Préférer les produits en vrac, concentrés, réutilisables, les éco-recharges, les formats familiaux. Acheter des produits sans solvant, colle, marqueur, correcteur liquide. Acheter des préférences du papier recyclé. Les attitudes à laisser tomber. Acheter des portions individuelles et des produits qui ont plein d'emballages. Jeter les médicaments, il faut les remettre à la pharmacienne. Répandre dans la nature peau et de peinture et l'huile de vidange. Jeter les piles usagées, il faut les mettre dans des bacs de récupération. Des piles installées dans les grandes surfaces et certains magasins et mairies. Déposer des encombrants n'importe où, cela fait des décharges sauvages. Suivre la mode à la lettre en achetant les produits dernier cri. Jeter les vêtements et les jouets en bas état. Il vaut mieux les donner à des associations, des hôpitaux. Arroser son jardin avec beaucoup de produits chimiques pour supprimer les mauvaises herbes. Vive les développements durables. De plus en plus d'hommes pensent qu'il est possible de parvenir à un monde plus juste où les richesses sont partagées et le commerce est équitable. Un monde solidaire, plus écologique, où il fait bon vivre tous. Les acheteurs plus solidaires avec les commerces équitables. Le développement durable, c'est quoi? Une nouvelle vision aujourd'hui, tout le monde parle de développement durable, mais en fait c'est quoi? On pourra dire que c'est une nouvelle façon d'imaginer l'avenir de notre planète. Le développement durable est au cœur d'une fleur à 3 pétales. Le pétale sociable, lutter contre la pauvreté, la faim, la maladie, le travail des enfants, améliorer les conditions de certains travailleurs. Pétale économique, continuer à produire des richesses pour le besoin de tous les hommes et mieux les partager. Pétale environnemental, préserver la planète afin que les générations futures en profitent également. Lutter contre le déboisement, le réchauffement climatique, protéger les océans. L'empreinte écologique. Pour se nourrir, se chauffer, se déplacer, se débarrasser de ses déchets, l'homme utilise les ressources de la terre. L'empreinte écologique représente la surface dont il se sert pour vivre, 1 hectare par habitant. À ce jour, elle ne devrait pas dépasser 1,8 hectares par habitant et par an. Sinon, cela veut dire que les hommes consomment plus que ce que la planète peut leur offrir. Or, celle du monde approche à 2,3 A par habitant. En Europe, elle est de 4,9 aux États-Unis, de 5 en Afrique. Elle n'atteint pas 1 A par habitant. Nous n'arrêtons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Pourquoi faire? Respecter l'être humain. Dans certains endroits du monde, des hommes n'ont pas le droit de vote, reçoivent un salaire misérable, des enfants travaillent et des femmes sont considérées comme des êtres inférieurs, ce n'est plus acceptable. Mieux partager. Aujourd'hui, un habitant sur 4 vit dans la misère. Les richesses de la terre sont réparties de façon inégale entre pays riches et pays pauvres, quartiers riches et quartiers pauvres, familles riches et familles pauvres. Cela doit changer. Pensez à l'avenir. Nous serons 8 milliards de terriens en 2020.
soit 1,5 milliard de plus qu'aujourd'hui. Pour pouvoir vivre demain le mieux possible et pour préserver les générations futures, l'homme est obligé de réfléchir aujourd'hui aux conséquences de ses actes. Sauver la planète. Les ressources de notre planète s'épuisent si l'homme continue à les utiliser au rythme actuel. Le bien-être terrestre sera menacé. Les dérèglements du climat vont perturber l'ensemble de la planète. Il est encore temps d'agir pour éviter le pire. Agir tous ensemble, tous responsables. Au niveau individuel, trier ses déchets, moins utiliser la voiture, faire attention à ne pas gaspiller et polluer l'eau, réduire ses achats, protéger et respecter la nature. Dans les écoles, économiser le papier, l'eau, monter avec sa classe des projets autour de l'eau, de l'énergie, des déchets pour devenir une éco-école, créer des liens avec d'autres écoliers dans le monde. Dans les entreprises, faire la chasse au gaspillage, prévenir des risques de pollution, fabriquer des produits en utilisant des matériaux durables, les énergies renouvelables. Au niveau politique, voter des lois en faveur de l'environnement, du développement durable, investir dans la recherche des énergies renouvelables, informer la population. Depuis 2005, la Charte de l'environnement fait partie de la Constitution française. Au niveau international, signer des conventions comme le protocole de Kyoto qui limite les émissions de gaz à effet de serre. Les États-Unis et l'Australie ne l'ont pas signé. Ça existe déjà. Le commerce équitable. Le commerce équitable permet aux petits producteurs des pays pauvres de gagner leur vie dignement. Il établit des rapports plus justes entre producteurs et consommateurs. Les distributeurs achètent des produits à un prix fixé à l'avance, le plus juste possible. En plus, les producteurs reçoivent une prime au développement qui sert à financer des produits, construction d'écoles de pommes à eau. Le commerce équitable refuse l'exploitation des enfants et l'esclavage. Il a amélioré la vie de plus de 3 millions de personnes dans le monde. Il existe des labels et des magasins de commerce équitable où on achète des cafés, riz, coton, tissus, vêtements. Les microcrédits. C'est un prêt, 80 € en moyenne, accordé aux personnes démunies qui veulent démarrer des très petites entreprises et auxquelles les banques ne veulent pas prendre le risque de prêter de l'argent. Ce système se développe surtout dans les pays pauvres où il permet de concrétiser des micro-projets comme l'achat de machines à coudre pour un groupe d'Indiennes, mais il est également pratiqué dans les pays développés où il sert par exemple à aider un chômeur à acheter un camion pour créer une entreprise de pizza. En 2005, on estime à 500 millions le nombre de personnes dans le monde, en particulier des femmes, surtout en Asie, ayant bénéficié d'un microcrédit. Il y a de l'espoir. Les matériaux de l'avenir. Peu à peu, l'homme se tourne vers des matériaux naturels qui ont des qualités intéressantes. Ils sont renouvelables, résistent, isolants, ils ne polluent pas la nature comme les produits en plastique. Ils sont utilisés tels quels ou bien transformés une fois qu'ils ont servi. Ils se décomposent et nourrissent la terre. 100% naturel. Les pigments naturels, ce sont des pigments de teinture. Ils sont faits à partir d'éléments naturels, minéraux, ocre, animaux comme la cochenille ou végétaux, indigo bleu pastel. La chanvre, la fibre de cette plante permet de fabriquer du papier et des tissus. Sa graine sert pour l'alimentation et à fabriquer des produits de beauté. Sa cellulose est utilisée dans la construction. Le bambou, il pousse vite et ses usages sont multiples. Sa fabrique tissée est utilisée pour fabriquer du textile. Il sert aussi pour la mobilité, les objets et de décoration de construction. Les algues, celles de la lagune de Venise, servent à fabriquer du papier. Le tissu, lui,
est plutôt fait à partir d'algues vertes issues de la pollution des mers et des rivières. Les vêtements à base d'algues absorbent l'humidité. La laine, il est facile de fabriquer du feutre de laine. Ce matériau est résistant, imperméable. Il protège du bruit, du froid et conserve la chaleur. Des exemples intéressants. La ville de Curitiba au Brésil, avec ses 2,2 millions d'habitants, cette ville est l'une des moins polluées du Brésil. Elle représente un modèle pour les pays industrialisés. Tout a été fait pour faciliter la vie des gens qui habitent. Un système de bus ultra rapide déserte tous les quartiers. Les déchets ramassés par la population sont échangés contre de la nourriture. Cela améliore la vie des plus pauvres. De plus, 20 000 emplois ont été ainsi créés. Les bénéfices financent crèches, écoles et maisons de retraite. Les usines Kalundborg au Danemark. Les sites de Kalundborg est un modèle de fonctionnement éco-industriel. Les déchets de certaines usines deviennent des ressources pour les autres. Une centrale électrique exploite les surplus de gaz et les eaux de refroidissement d'une raffinerie. Elle fournit de l'eau tiède et une entreprise d'élevage de poissons, de la pierre, un plâtre et une société qui fabrique des panneaux d'isolation, de l'eau chaude, à la ville pour les réseaux collectifs, de la vapeur pour stériliser les produits d'une usine pharmaceutique, des cendres pour une cimenterie. L'usine pharmaceutique vend ses boues résiduels comme engrais aux fermes de la région. Les principes fondamentaux. Voici 6 des 27 principes du développement durable arrêtés lors du 2e sommet de la Terre à Rio en 1992. Le principe de solidarité. Les hommes doivent développer l'entraide entre individus, quartiers, communes, régions, pays, sans oublier les générations futures. Aider son voisin de classe s'il a des difficultés. Créer des parcs naturels pour protéger les forêts. Le principe de participation. De plus en plus grands, les écoliers de 10 ans au président des États-Unis. Chacun est concerné à son mot à dire, doit participer à l'effort commun. Participer à un conseil municipal de jeunes. Prendre part à des débats citoyens, par exemple lors de périodes électorales. Le principe de responsabilité. Qui dégrade doit réparer, celui qui pollue doit payer. Chacun est responsable de ses actes. Condamner les groupes pétroliers à payer les dégâts occasionnés par des marées noires. Obliger les entreprises polluantes à financer le traitement des déchets dangereux. Le principe de précaution. N'attendons pas que l'irréparable arrive pour agir. En cas de signe supposé, il faut savoir quoi faire. Limiter l'utilisation des téléphones portables par les enfants en raison de l'émission d'ondes électromagnétiques. Ne pas autoriser la culture de certains OGM en plein champ. Le principe de prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. En cas de risque certain ou confirmé, il vaut mieux agir avant. Préparer les actions à mener en cas de grippe aviaire. Faire de la prévention routière. Le principe d'intégration. Il est indispensable de réfléchir aux conséquences économiques, sociales et environnementales avant d'agir. Vérifier si le bon produit d'un produit ne cache pas des conditions de travail inhumaines pour ceux qui l'ont fabriqué. Comparer d'un point de vue financier écologique les conséquences de l'élargissement d'une autoroute à celle de la construction d'une voie ferrée.